8h31, dernier parti pris de l'année avec ce matin Sylvie Losberg, historienne, présidente du Conseil des femmes. Bonjour. Bonjour. Et Julien Trudahu, chargé de projet à l'ONG Coopération, Éducation, Culture. Pas du tout. Je travaille chez PAC, Présence Action Culturelle. Ah ben voilà. Coordinateur et animateur. Une mauvaise info. Donc vous travaillez chez PAC. 2 thèmes sur la table. Le premier nous emmène en Argentine. Des cris de joie pour saluer la décision. Le pays a légalisé depuis hier l'avortement. L'avortement n'était permis jusqu'ici qu'en cas de viol ou de danger pour la mère. La nouvelle loi permet donc une interruption de grossesse jusqu'à 14 semaines sans condition. Sylvie Losberg, quand on s'est contacté hier, vous me disiez que vous étiez en train de parcourir cette loi. C'est donc une avancée notable pour ce pays très catholique. Oui, pas seulement pour ce pays, pour l'ensemble du continent sud-américain. Il faut savoir que l'Argentine devient vraiment le leader d'un mouvement qui est très peu suivi. On a vu d'ailleurs déjà la réaction de Bolsonaro avec la contestation de cette avancée législative qui est très ambitieuse, pas seulement parce qu'il y a 2 semaines de plus qu'en Belgique, c'est 14 semaines de gestation, mais surtout parce que c'est complètement gratuit, qu'il y a une éducation sexuelle qui est généralisée, une formation continue. Il y a vraiment des avancées dans cette loi sur lesquelles on va devoir réfléchir chez nous parce que l'objectif en fait du gouvernement argentin et de Fernandez, c'est que toutes les filles et les femmes aient le droit à la santé. Et une santé qui n'est pas considérée comme une absence de maladie, la santé comme le bien-être et donc le droit de décider de sa propre vie. Et c'est vraiment un tournant majeur dans la façon d'envisager l'interruption volontaire de grossesse. Tournant majeur aussi pour vous, Julien Trudahu, c'est vraiment une avancée sociale importante. Ah oui, c'est surtout l'aboutissement d'une très longue lutte, comme dans tous les pays qui ont connu ce genre de loi et ce genre d'aboutissement. C'est une lutte d'abord des femmes, et évidemment, mais c'est aussi une lutte qui s'est transformée d'année en année. D'abord des femmes qui étaient féministes issues de la classe moyenne, et il y a eu un élargissement dans le mouvement féministe. Je dirais même les féminismes en Argentine, puisque ce mouvement naissant dans les années 80 a été rejoint très très vite par d'autres, notamment il faut citer le mouvement des mères de la place de Mai, qui ont joué un rôle dans l'élargissement et qui a atteint donc toutes les classes sociales, ou pratiquement toutes en tout cas. Oui, c'est aussi étonnant pour un pays d'Amérique du Sud et de cette région qui est, comme on le disait, très, très catholique. Est-ce que ça pouvait alors servir d'exemple, et ça doit servir d'exemple pour d'autres pays ? On a déjà quelques petits pays comme la Guyane, Mexico ou Cuba, où on voit que là où il n'y a pas la prégnance de l'institution de l'Église catholique, il y a des législations plus favorables aux femmes. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire que c'est quoi la société sécularisée aujourd'hui, et c'est là que l'Argentine fait vraiment un pas de géant. Et avec Fernandez qui dit, mais moi je suis catholique, mais je dois légiférer pour l'ensemble et le bien-être de ma population. Et c'est vrai qu'en Argentine, les gens sont croyants, mais il y a une défiance par rapport à l'institution, l'autorité morale de l'Église, à cause des scandales évidemment. Et c'était la même chose en Irlande. En Irlande, ça a basculé aussi parce que les scandales liés à la pédophilie de l'Église, mais aussi la façon dont ils ont traité les femmes enceintes, etc., a fait que finalement les personnes se disent je crois, j'ai ma conviction religieuse, mais c'est pas pour ça que l'institution ecclésiale sera le guide moral de ma vie. Les deux ne sont pas donc incompatibles, selon vous, Julien ? Oui, mais il faut noter aussi le rôle qu'a tenté de jouer, en tout cas, le pape François, qui est né en Argentine, et qui a été très clair aussi dans ses messages. Et malgré tout, cette loi est passée. Donc ça veut dire qu'un mouvement social tel qu'on l'a vu en Argentine peut dépasser ces préceptes catholiques, ou en tout cas sécularisés. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut peut-être aller au-delà du symbole de cette loi, puisque c'est ce qui inquiète les féministes argentines. C'est
qu'il faut permettre, et c'est d'ailleurs ce qu'on pourrait aussi dire pour la Belgique, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup ce débat sur la dépénalisation, évidemment qu'il faut le faire, c'est symbolique et même plus que symbolique. Mais on n'y est pas arrivé encore. Mais on n'y est pas arrivé, mais il faut aussi donner l'accès à l'ensemble des femmes. Et donc donner l'accès, c'est aussi s'inquiéter des femmes dans les milieux fragilisés, dans les milieux plutôt pauvres, dépourvus de mutuelles par exemple en Belgique. Et donc il faut aller au-delà du symbolique. Il faut leur permettre d'accéder pleinement à ces soins de santé, dont l'avortement. Oui, pour éviter aussi les avortements clandestins qui sont très importants et nombreux. 500 000 par an en Argentine, mais je vais rebondir sur ce que disait Julien. C'est vrai que la loi argentine, elle couvre gratuitement tous les actes d'avortement jusqu'à des soins post-IVG si la femme a besoin d'un soutien psychologique. Pour les personnes sans papier, les personnes migrantes, ce n'est pas le cas chez nous. Et donc, je voudrais quand même, évidemment, permettre à la Belgique d'avancer là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire l'analyse du texte. Donc, nous, on l'a fait, il sera sur le site du Conseil des femmes cet après-midi pour comparer en fait les différentes modalités de la loi argentine par rapport à la Belgique. Et franchement, à l'analyse, ça fait un peu honte à notre pays parce que la façon dont c'est envisagé, on a encore des peines de prison pour les femmes en Belgique. En Argentine, plus aucune peine de prison, même si une femme ne fait pas une IVG dans les délais qui sont requis. Donc, c'est quand même, je pense, très important à la fois de se réjouir de cette marée verte. Moi, je porte leur foulard. Oui, voilà, j'allais dire. Oui, elles ont fait un boulot et c'est tellement... Enfin, ça fait du bien, quoi. Vraiment, après une année comme on a connu, une telle nouvelle, c'est un renversement. Et franchement, moi, je trouve qu'on doit prendre cette énergie et se dire, voilà, c'est possible. Et comme disait Julien aussi, c'est les femmes de toute génération, de toute condition. Et c'est là que ça doit jouer. Il faut vraiment être solidaire dans ce combat. Mais il y a une mobilisation peut-être aussi alors très très importante en Argentine, vous l'avez dit, mais qui ne semble pas non plus alors finalement exister peut-être chez nous. C'est une différence de culture, vous croyez, Julie ? Oui, mais il y a aussi une histoire de choix de décision. Ce choix appartient aux femmes. Les hommes n'ont rien à voir avec cette décision. Mais elles se mobilisent en Argentine, peut-être un peu moins chez nous. En Argentine, elles ont fait poids. Quand vous voyez les images d'hier, c'est très clair. J'ai pas vu de telles images en Belgique. Et donc ça en dit peut-être long en effet sur les structurations des luttes, mais elles ont été dans des variations en Argentine. Elles sont aussi dans des variations en Belgique. Moi, ce que je constate, c'est que lors des négociations pour le gouvernement actuel en Belgique, eh bien, il y avait, je pense, une femme ou deux maximum dans ces discussions. Et donc, le sujet de l'avortement, qui a été quand même pas mal discuté, était encore une affaire d'hommes. Dans nos cénacles, la plupart des gens qui sont élus, et notamment qui ont à décider de cette loi, sont des hommes. Et ça, c'est inacceptable. Il va falloir un jour qu'on change cette matrice, qu'on change ce réflexe. Cette décision de l'avortement est d'abord une affaire de femmes et d'abord une décision qui appartient aux femmes. Même réflexion, je suppose, que vous avez, Sylvie Losberg. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, vous savez, dans l'Assemblée parlementaire chez nous, les opposants sont des femmes, de la NVA, du CDNV et du Vlaams Belang, évidemment. Alors que du côté des pro-choix, de ceux qui trouvent que les femmes doivent pouvoir décider, il y a beaucoup d'hommes. Donc je n'aurais pas une lecture aussi genrée de la question, mais sur la mobilisation, je crois que c'est vrai que chez nous, on est quand même encore dans, et on l'a entendu, et ça vous l'avez dit, dans une lecture tellement idéologique de l'IVG. C'est une question de santé, c'est une question de choix de vie, c'est pas la conception religieuse. Les gens qui ne veulent pas avoir recours à l'avortement ou qui ne veulent pas le pratiquer, ils sont tout à fait libres de ne pas le faire. Et là-dessus, on a eu vraiment un gros problème en Belgique. Il ne faut pas lier les deux, alors, la conception religieuse et... Non, parce que les personnes qui estiment que c'est la vie de Dieu dès la conception, ils gardent la grossesse, ils ne pratiquent pas l'IVG en tant que médecin, c'est leur choix. Le problème, c'est d'imposer cette lecture à tout le monde. Et c'est pour ça que je relevais ce que Fernandez disait. Je suis catholique, mais je ne vais pas imposer à tout le monde ce que moi je pense. Il y a d'autres enjeux. Et la question des violences envers les femmes, les grossesses forcées, ils se basent sur l'OMS, ils se basent sur la Convention d'élimination des discriminations envers les femmes. Et ça, en Belgique, on ne le fait pas. Et je crois qu'on a comme beaucoup à apprendre. Et je suis très heureuse de terminer l'année avec cette bonne nouvelle, en tout cas. Voilà, enfin, une bonne nouvelle pour terminer 2020, selon vous. 31 décembre, la Saint-Sylvestre. Donc, normalement, nuit de réveillon, d'habitude, avec cotillon, flonflon et les amis et la fête. Rien de tout ça cette année.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on va tenter cette année de faire la fête sans la fête, ou est-ce qu'on est toujours obligé, finalement, de faire la fête le 31 décembre, Julien Trédahu? Moi, j'ai envie de dire la fête pour qui ? Le corona, comme d'habitude, est un fameux révélateur des inégalités sociales. Et donc, forcément, autour de cette table ce matin, on va se replier dans nos intérieurs. On aura beaucoup de chance. Nous serons, nous, privilégiés de pouvoir fêter ça à l'abri, d'une part, mais aussi peut-être dans des conditions beaucoup plus favorables que d'autres. Je dis pas ça pour qu'on puisse avoir des sentiments de charité. C'est pas du tout mon propos. Ce que je constate, c'est que le coronavirus, c'est aussi des couvre-feux à partir de 22h pour des gens qui avaient l'habitude de faire la fête en extérieur. Ce qui m'inquiète, c'est une recrudescence, en tout cas au sommet de l'iceberg, d'un certain nombre de violences exercées par un certain nombre de policiers et de policières envers des personnes qui sont évidemment contrôlées dans le cadre de ce coronavirus. Et j'espère, en tout cas, j'espère que ce soir, il n'y aura pas de dérapage de ce côté-là, et j'espère qu'il y a énormément des deux côtés, parce que ça peut être dérapage en organisant des fêtes clandestines aussi. Non, mais bien sûr, mais on est bien d'accord que le contexte actuel pour le corona ne permet pas un certain nombre de choses dans les espaces extérieurs qui sont, pour un certain nombre de personnes, des espaces de liberté. Mais c'est au nom de la santé. Bien sûr que c'est au nom de la santé, j'ai pas de souci. Donc ce que je disais, c'est que j'espère qu'il y a eu œuvre et qu'il y aura ce soir œuvre de médiation entre un certain nombre de personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir fêter dans leurs intérieurs cette fête, ce passage au Nouvel An, et le reste de la population. Ce qui est gravissime, je trouve, c'est que ce couvre-feu, par exemple, s'applique encore légalement aux sans-abri. Et donc ce soir, c'est inacceptable qu'il y ait des personnes qui vont peut-être subir une amende parce qu'elles ont juste ce tort de ne pas pouvoir avoir un logement et un toit pour passer cette nouvelle année de façon permanente pour dormir. Sylvie Losberg, aussi une pensée pour ceux qui ne font jamais la fête le 31 décembre. Peut-être. Oui, et je crois qu'auparavant, on avait un peu tendance à être dans la débauche de victuailles, les cotillons, même les feux d'artifice. On revient à l'essentiel alors. Oui, sans doute, en tout cas, quelque chose d'un peu plus modeste. Peut-être qu'on peut aussi imaginer reporter le Nouvel An, parce que, en fait, le 1er janvier, c'est que depuis le XVIe siècle, avant le début de l'année, c'était le mois de mars, et c'est d'ailleurs pour ça que le mois de septembre était le 7e mois, octobre le 8e. Et donc peut-être qu'avec le vaccin et le printemps, on pourra fêter un peu différemment au mois de mars. Moi, c'est ce que je souhaite, parce que ce soir, je crois qu'effectivement, il faut qu'on puisse rester tranquillement chez soi, ne pas prendre de risques ni pour soi ni pour les autres, et penser à tous ceux qui n'ont pas ou plus les moyens d'acheter ce qu'on nous propose, du foie gras, du champagne. La fête, c'est pas ça. Et je crois que ce qui compte surtout, c'est qu'on soit en bonne santé, qu'on puisse avancer ensemble, sans laisser personne au bord de la route. Et je suis d'accord avec Julien que tous les coins aveugles, le contrôle, j'entendais en venant, on va doubler les policiers sur les routes. Je me disais, qu'est-ce que c'est pour... je veux dire, on n'a pas envie de vivre en étant comme ça complètement sous surveillance. Moi, je trouve que ça fait un peu peur pour l'année qui vient, parce que je ne sais pas comment on va revenir à moins de pression de contrôle et de surveillance. Je crois que là, il y a un risque. Voilà, vous parliez justement de l'an prochain, 2021. On va terminer peut-être sur un vœu pour vous, Julien Trédahu. Moi, j'ai deux citations que je garde en tête. Je les mets face à face en cette fin d'année. C'est d'abord une citation de Chaplin qui disait que rien n'est permanent dans ce monde, pas même nos problèmes. Et puis j'ai une autre citation, puisqu'on parlait des femmes. Une lueur d'espoir, ça alors. Oui, c'est une lueur d'espoir. Après, il y a beaucoup à faire, je pense, pour accéder à cette lueur. Une autre citation de Frida Kahlo: sentir dans ma propre douleur la douleur de ceux qui souffrent et puiser mon courage dans la nécessité de vivre pour me battre pour eux. Donc, pour moi, je pense que 2021 devra être prioritairement une année de solidarité, là où on en a beaucoup manqué en 2020. Et je pense qu'encore une fois, le corona a été un fameux révélateur de toutes ces inégalités, à la fois sociales, politiques, économiques. Mais il y a quand même eu beaucoup de solidarité au début, et maintenant peut-être encore, avec des gens qui se tournent vers des personnes qui sont isolées, qui vont leur proposer peut-être ce soir un repas. Il y a quand même eu cet élan de solidarité, on ne peut pas le nier. Tout à fait, mais c'est une solidarité qui s'apparente à une solidarité individuelle, là où il nous faudrait une fameuse solidarité collective. Et quand je dis collective, c'est aussi une solidarité exprimée par les pouvoirs publics, beaucoup plus forte que celle qu'on a actuellement, je pense. Et j'espère que nous serons nombreux et nombreuses à nous battre en 2021 pour que cette solidarité collective soit effective.
Sylvie Losberg. Oui, je suis d'accord. Il y a un manque de structure pour avoir des filets de sécurité pour les personnes qui sont vraiment maintenant dans de grandes difficultés. Donc, les initiatives individuelles, associatives, elles existent. Mais enfin, un pays ne peut pas se reposer sur la bonne volonté. Et alors, pour 2021, moi, je dirais quand même quelque chose de beaucoup plus réduit comme objectif ou projet. On va pas mettre trop de la pression sur 2021. Oui, voilà, mais je crois... Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je voudrais vraiment pouvoir revoir mes amis et les serrer dans mes bras, voir mes enfants sans devoir les embrasser dans le cou et ne plus avoir peur de l'autre qui représente maintenant la menace. Et ça, je trouve que c'est un changement qu'il va falloir vraiment mettre du temps pour trouver de nouvelles manières d'être chaleureux ensemble. Et c'est ce que je souhaite pour 2021. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin pour ce dernier parti pris de l'année. On va retenir une partie finalement de la citation de Charles Chaplin, donc rien n'est permanent. Comme ça nous donnera du baume au cœur pour 2021. Merci d'avoir été avec nous, Julien Trudel et Sylvie Losberg. Il est 8h46. Et un accident vient de se produire sur les routes. Virginie Defax, prudence ce matin. Oui, effectivement, l'accident s'est produit à hauteur de Lambermont sur le 42 Baptiste-Prume. La bande de gauche est neutralisée vers Baptiste. Et ailleurs, en province de Liège, il y a de la neige tenant sur la chaussée sur le 42 Sarjalais à Francorchamps, ainsi que sur la nationale 68 à Jalais, où un camion est bloqué par la neige. Il y a des chutes de neige également en province de Namur, mais sans répercussion sur la chaussée. Par contre, en province de Luxembourg, la circulation est difficile car beaucoup de chaussées sont enneigées. La circulation se fait en bande de droite sur le 25 à partir de Malempré jusque Ebly. Même situation sur le 411 où on observe des ralentissements notamment à hauteur d'Abel-la-Neuve. Sur la nationale 89, il y a de la neige sur la chaussée ainsi que sur la nationale 4 de Bastogne jusque la frontière. On note une fine couche de neige et la circulation est dangereuse mais actuellement sans incident. Et enfin sur la nationale 853 entre Palise et les Bertries, là on note plus de 10 cm de neige sur la chaussée. La circulation, vous vous en doutez, est très difficile. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Vous remontez les fils comme le saumon remonte le courant. Et il est au meilleur prix chez Intermarché.